Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons Mme Chantal Bernard de la CEF qui va nous parler de vieillir chez soi ou de déménager. Alors, Mme Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Hamel. On a un phénomène de société au Québec. Notre population est vieillissante au Québec. Hein? Oui. On le sait. Présentement, on a plus de 18 de notre population qui a 65 ans et plus. Vous savez, en 2031, ce sera plus de 25 de notre population qui sera âgée de 65 ans et plus. Ça représente? Ça représente une personne sur quatre. Présentement? C'est-à-dire en 2031. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Appalaches, on est encore plus vieillissant. En Appalaches, présentement, on est à 29,3 de gens qui sont âgés de 65 ans. Là, vous parlez de la MRC ou... De la MRC des Appalaches. OK. Puis dans Chaudière-Appalaches? Dans Chaudière-Appalaches, on est à peu près 20 à peu près 20 L'espérance de vie, peut-être que vous le savez, maintenant, chez les hommes, est de 80 années, les femmes, 84 ans. Fait qu'on peut entrevoir qu'on va avoir une bonne vingtaine d'années à la retraite là, pour chacune des personnes là, qui franchiront ce cap-là. D'accord. Puis, les gens qui sont à leur domicile de plus de 65 ans, est-ce qu'il y en a beaucoup? La majorité des gens demeurent à leur domicile après la retraite. Hein. Présentement, on voit un certain phénomène arriver dans nos villes où on voit des résidences privées qui sont construites un petit peu partout. Et puis, on se demande, bien, est-ce que maintenant, c'est d'aller habiter en résidence privée? Je veux vous rassurer tout de suite, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans ces résidences-là. Au Québec, dans les résidences privées, actuellement, il y a 4,2 des gens qui sont là. La moyenne d'âge dans une résidence privée, c'est 85 ans. D'accord. Alors, ce n'est pas les gens, au départ de la retraite, qui vont aller habiter dans les résidences privées. Mais on a l'impression que les gens déménagent dans ces résidences-là de plus en plus jeunes. C'est ce qu'on a l'impression, effectivement, que les gens déménagent dans les résidences. Mais quand on sonde les gens un à un, ils nous disent « Moi, je veux vieillir chez moi, je veux vivre encore plein d'années chez moi. Dans la maison dans laquelle je suis installée depuis 20, 30, 40 ans, où j'ai mes souvenirs, je veux rester à la maison. » Les gens qui vont désirer aller en résidence privée, souvent, sont des gens qui disent « Bon, moi, je trouve que l'entretien de la maison devient plus lourd, par exemple. J'ai plus besoin d'autant de place ou on voudrait plus cuisiner. » C'est des choses qui vont apporter les gens à songer à aller en résidence. D'accord. Puis l'âge moyen pour la retraite, c'est combien? L'âge moyen pour la retraite, chez les femmes, est de 60 ans. Chez les hommes, elle est de 64 ans. 64? Oui. Mais il y a un phénomène nouveau qui... c'est probablement relatif au manque de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens retraités qui retournent sur le marché du travail. Tout à fait. Il y a près de 18 des retraités qui retournent sur le marché du travail. Et étrangement, ces gens-là vont prendre 5, 6, 10 ans de retraite et ensuite désirent retourner au travail 2, 3 jours semaine. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, effectivement. À ce moment-là, demeurer chez soi, ça devient comme primordial? Je pense que oui. C'est pas nécessaire de demeurer chez soi pour pouvoir retourner au travail, mais ça permet une plus grande autonomie. Mais au Québec, on me semble qu'on a beaucoup de résidences pour personnes âgées. On l'a vu ici, dans la région de Thetford. Oui. Dans les 2-3 dernières années, il s'est créé 2 nouvelles résidences, mais on parle de grosses résidences. Ce sont des grosses résidences, effectivement. Est-ce qu'on est une population différente à ce niveau-là pour les retraités? Étrangement, c'est le fun que vous apportiez ce sujet parce que au Canada, on dit que les places qui vont être occupées par les 75 ans et plus dans les résidences, 18 des gens de 75 ans et plus vont aller dans des résidences. Au Canada, ça? Au Québec. Au Québec, OK. Au Canada, c'est 6 Qu'est-ce qui explique qu'au Québec, ce phénomène-là est 3 fois plus grand? Ça demeure à expliquer encore aujourd'hui. Est-ce qu'on voit ce phénomène-là plus dans les gros milieux urbains, je pense à Montréal ou à Toronto pour le 6 ou si c'est vraiment
un peu partout. On en voit beaucoup dans les villes. Par contre, ce qu'on voit, nous, dans nos MRC ici, c'est que les gens qui demeurent en campagne le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, parfois même jusqu'à la fin. OK. C'est plus une question de ville. Peut-être que c'est un phénomène urbain. Par contre, on les voit, ces résidences-là, justement, qui sont construites ici et là. Mais est-ce que le désir des gens d'aller y habiter est aussi grand? J'en doute. Mais il y a aussi, c'est peut-être une belle période pendant 2-3 ans où c'est intéressant de vivre comme à l'hôtel. Mais il y a des coûts associés à ça. Il y a des coûts qui sont associés à vivre en résidence et ces coûts-là sont très élevés, en effet. On a eu l'opportunité à l'ASF de rencontrer des gens qui ont dit, ben nous, on est allé habiter en résidence en se disant, bon, j'aurais plus besoin d'entretenir le terrain, j'ai plus besoin de voir à la maison, les repas vont être faits, je vais être bien, on me dit que je vais avoir la belle vie, j'ai la piscine, bon, j'ai plein de choses, et qui, après quelques temps, quelques mois, des fois 1 année ou 2, disent, ben ma maison me manque, mon chez-moi me manque, je vis en communauté ici, je suis bien entourée, j'ai des belles activités, mais néanmoins, ma maison me manque. Et on a même vu des gens qui ont quitté les résidences pour retourner en condo. C'était ma question. Est-ce que ça arrive souvent ou... On a rencontré quelques gens pour lesquels c'est arrivé de dire, ben moi, je ressens ce besoin d'autonomie-là. Alors, ils ont quitté la résidence pour réintégrer là, un condominium. Puis la CEF, à ce moment-là, les soutient s'ils en font la demande, évidemment? Bien, la CEF va venir soutenir dans ces cas-là des gens pour les aider au niveau de leur budget. Vous savez, quand on veut quitter notre maison, quand on veut faire un changement important dans notre vie, on devrait toujours revoir notre plan financier, hein, n'est-ce pas? Alors, quand on dit, ben là, je vais vendre ma maison, je vais déménager en résidence privée, bien sûr, il faut voir quels sont les coûts qui sont associés à aller vivre en résidence privée. Il faut aussi prévoir un petit peu plus loin. Alors, plus l'âge va avancer, il y a des risques qu'on ait plus de besoins. Alors, plus de besoins de soins infirmiers, par exemple, de besoins d'aide pour s'habiller, pour manger. Et c'est là qu'on va voir les coûts qui vont augmenter beaucoup. Alors, quand on est en résidence privée, quand on emménage en résidence privée, on est encore quand même assez autonome. Ces coûts-là sont corrects. Mais à mesure que l'état de santé va se dégrader, alors ces coûts-là vont souvent venir exploser. Et c'est là où on va avoir des gens qui vont avoir des gros ennuis financiers. Peut-on penser, compte tenu de la popularité de ces résidences-là, que les gens ont une mauvaise planification financière? De ne pas penser à l'avenir comme ça? Je pense que c'est difficile de prévoir quelle va être notre santé dans 5 ans, dans 10 ans. De quelle manière est-ce que, on pense par exemple à quelqu'un qui va faire un AVC, on ne peut pas le planifier à l'avance. Quels sont les besoins qu'on va avoir, on ne peut pas le planifier d'avance. Alors, je ne crois pas que ce soit une mauvaise planification financière. Je crois que c'est le faux sentiment qui nous arrive en disant, je suis en résidence privée, maintenant je n'ai plus besoin de me soucier de mon argent, ça va bien, j'ai compté, ça va bien, je peux continuer comme ça. Alors, je pense que c'est le souci qui disparaît à ce moment-là. Mais on peut se faire rattraper par la réalité quand même assez rapidement. Mais il y a des solutions de rechange. Une personne peut quand même vendre sa résidence et puis déménager dans un rez-de-chaussée, dans un logement. Voilà. Et est-ce que la CEF fait la promotion de ça? Ou... Alors, nous, à la CEF, ce qu'on dit, c'est ce qui est important, c'est de respecter ce que la personne souhaite. Il y a des gens qui me disent, ben moi, par exemple, je ne veux plus entretenir ma grande maison. Alors, si on ne veut plus entretenir dans la grande maison, est-ce que ça signifie nécessairement qu'on doit aller habiter en résidence privée? Pas nécessairement. Je pourrais vendre ma maison, emménager dans un petit appartement au centre-ville. Alors, qu'est-ce qui est important pour chacun? C'est de là, on va dire, partons de nos valeurs pour construire qu'est-ce qui est important pour vous. J'ai des gens qui me disent, ben moi, je voudrais me rapprocher de la bibliothèque, par exemple, parce que je vais faire des activités 3 fois par semaine. Alors, peut-être qu'un petit logement, un petit condominium qui va être près de la bibliothèque va permettre à cette personne-là d'avoir une vie active plus intéressante sans avoir les soucis de la grosse maison qu'elle avait auparavant. Et
pour ça, faites-vous un peu la promotion des éléments qui existent, comme service d'aide à domicile, la popote roulante? Tout à fait. Le service, c'est-à-dire les services qu'on va avoir de la coop, les services de la popote roulante ou de l'action volontaire sont des services qui vont permettre aux gens de demeurer soit à la maison, soit dans leur nouveau logement, nouveau condominium, le plus longtemps possible. Vous savez, on va venir donner des services semblables à ceux qu'on pourrait avoir, par exemple, dans une résidence privée avec la coop de services. On va avoir les services de la popote roulante qui va nous apporter des repas comme à la résidence privée. Alors, il existe plusieurs services dans notre région qui permettent aux gens, même s'ils ne peuvent plus prendre soin d'eux comme avant, ils ne sont plus autant autonomes, d'obtenir des services chez eux, les mêmes services qu'ils pourraient avoir là, dans une résidence. Puis, au niveau impôts, oui. On sait que, je pense que c'est à l'âge de 70 ans, il peut y avoir des crédits d'impôt quand même assez importants. On parle de 30 ou 35 Est-ce que vous en faites la promotion? Tout à fait. Il y a des crédits d'impôt qu'on appelle pour maintien à domicile à partir de l'âge de 70 ans pour des services qu'on va recevoir, par exemple, de la coop de services. Un exemple que je donne souvent, c'est l'entretien ménager. Là. On veut faire l'entretien ménager, ça devient plus difficile pour nous. Alors, on va demander à la coop de services de venir à la maison pour faire cet entretien ménager-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des subventions qu'on peut recevoir qui vont payer directement à la coop de services pour venir chez nous, qui fait que la facture va être moins élevée. D'accord? Okay. Et à partir du moment où on reçoit cette facture-là, quand on a 70 ans et plus, on peut faire une demande de remboursement pour le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, qui représente 35 de cette facture-là, jusqu'à un montant total pouvant aller à 6 825 par année. OK. Si j'ai bien compris, le service est déjà à coût réduit à cause de subventions qui est donnée aux coopératives. Tout à fait. Et en plus, la facture que la personne reçoit peut réclamer 35 en crédit d'impôt. En crédit d'impôt, tout à fait. Crédit d'impôt remboursable. C'est les deux paliers, ça? Non, c'est seulement au Québec. Et on peut le réclamer soit à la fin de l'année, soit mensuellement par retour anticipé. OK. Bien, c'est intéressant. Vous en faites aussi la promotion. On en fait aussi la promotion. On explique aux gens comment ça fonctionne. C'est sûr, il faut avoir des revenus. Ça va aussi selon notre échelle de revenus. Mais pour avoir droit à ce crédit d'impôt-là, ça prend des revenus de moins de 58 000 Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos retraités qui se retrouvent dans cette fourchette-là. Alors, ils peuvent avoir là, des crédits d'impôt. Puis quand on perd de l'autonomie, on n'a plus de 6 900 là. Alors, ces crédits d'impôt-là peuvent augmenter. Quand on est un couple, alors on a 2 fois les 6 800 Mais donc, je présume que c'est le revenu familial. C'est le revenu familial qui va être tenu en compte, tout à fait. D'accord. 58 000 comme revenu familial, si les deux personnes ont la Régie des rentes et la Sécurité de la vieillesse fédérale, ça peut risquer d'être un peu plus élevé. À ce moment-là, ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'il y a d'autres palliatifs? Avec la sécurité de revenus puis la pension, oui, ils vont avoir droit. Ils n'auront pas le 58 000 donc, ils vont avoir droit à leur crédit. Bien, ça dépend toujours de la Régie des rentes. Ce qui va venir jouer, c'est quand on a un régime privé de rente. Ah, okay. Alors là, c'est là où il va y avoir moins de crédits d'impôt qui vont être disponibles. Mais les gens qui n'auraient seulement que les régimes publics de pension, soit la Régie des rentes du Québec, le supplément de revenu garanti, qui va avoir la sécurité de vieillesse au Canada, qui n'ont seulement que ça comme revenu, ont droit pleinement à tous ces crédits-là. OK. Alors, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Pas nécessairement à tout le monde, effectivement. Et ceux à qui ça ne s'applique pas, est-ce qu'ils vont vous voir pour avoir des conseils ou... On rencontre souvent des gens, effectivement, qui vont venir nous voir pour dire, bien, quel service est-ce que j'ai droit avec mon revenu? Est-ce que je peux réclamer le crédit pour maintien à domicile? Si oui, puis que ma baquette est grosse, bien, ça sera plus 35 que je vais pouvoir réclamer, ça va être 30 par exemple. Alors, c'est des calculs qu'on va leur aider à faire pour voir, là, parce qu'on a des calculateurs là, qui nous permettent de voir là, quel montant pourra être réclamé à ce moment-là. C'est intéressant. Vous avez récemment rencontré Mme Blais, la ministre des Aînés. Est-ce que vous avez avez-vous eu la possibilité d'y faire quelques demandes? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, à la CEF, on travaille aussi à la défense de droits des locataires.
Et le phénomène des résidences privées pour aînés amène aussi tout un défi au niveau de la défense des droits des locataires. Hein. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui habite dans une résidence privée et qui ne reçoit pas les services, qui ne reçoit pas des bons services et qui dirait, ben moi, je voudrais porter plainte, par exemple. Mais porter plainte contre la personne qui vous loge, ça peut amener tout un conflit émotif, là. Voyez-vous? Alors, il y a comme une relation malsaine qui peut s'installer entre le propriétaire et le locataire. Et c'est quelque chose dont nous avons fait part là, à Mme Blais. Nous lui avons aussi parlé, vous savez, des nouvelles résidences qui viennent s'installer. Pendant la première 5 années, ils peuvent augmenter le prix du loyer comme ils veulent. Ils n'ont pas à suivre l'indice de la Régie du logement. Alors ça aussi, ça peut causer problème pour des personnes aînées qui vont venir déménager dans un petit appartement et que, oups, l'année d'après, ils vont vivre une grosse augmentation. Mais ces compagnies-là prétextent le prix des repas plus que le prix du logement? Oui, ils vont prétexter souvent le prix des repas, mais dans les 5 premières années, ils peuvent augmenter le prix comme ils veulent. Comme ils veulent. Comme ils veulent. Alors, c'est des choses qu'on a plaidé auprès de Mme Blais la semaine dernière. Mais s'il y a un contrat d'établi, ça doit être indiqué, ça, qu'ils peuvent le faire? C'est-à-dire qu'un bail, c'est renouvelable à toutes les années, hein, comme vous savez. Et au renouvellement du bail, à ce moment-là, ils vont pouvoir demander l'augmentation de prix qu'ils désirent. Mais on a vu récemment un monsieur quand même âgé de 88 ans, je pense, il a reçu de l'aide. Puis il a contesté, c'était contre Chatwell. Puis finalement, ils ont eu gain de cause. Ils ont eu gain de cause. Est-ce que vous vous servez de ça maintenant, un peu comme une jurisprudence? Tout à fait, tout à fait. Nous accompagnons plusieurs personnes présentement qui, dans le fond, ont refusé l'augmentation de loyer qu'ils ont eue de leur propriétaire. Alors, nous les accompagnons dans toutes les étapes. C'est-à-dire, on va regarder l'avis de renouvellement avec eux. On va calculer l'augmentation. Est-ce que cette augmentation-là est justifiée, elle n'est pas justifiée? Alors, avec eux, on va les accompagner s'ils décident de contester cette augmentation-là. Et s'il le faut, on va les accompagner jusqu'à la Régie du logement. Et je présume que vous avez des conseillers juridiques là-dedans? Tout à fait. À Union des consommateurs, parce que vous savez, la CEF, on est tous ensemble là, sous Union des consommateurs. Donc, on a des gens pour nous guider dans tout ça. Ah, bien, c'est intéressant. On a parlé des grosses résidences, mais il y a aussi les petites résidences où il y a 3 ou 4 personnes. C'est des endroits où vous vérifiez aussi si... C'est-à-dire que nous, on va... pour bénéficier des services de la CEF, il faut être volontaire. Donc, si les gens nous appellent et nous disent, bien moi, j'aimerais faire un exercice budgétaire, on va venir les rencontrer. Normalement, on se déplace dans tous les CLSC du territoire, puis ici, à Thetford, on a notre bureau. Donc, les gens vont venir nous voir, puis on va regarder leur situation avec eux. On va leur donner des conseils, mais ça va toujours rester aux personnes de prendre leurs décisions et de prendre leur action. Est-ce que ça peut être les enfants de ces parents, de ces personnes âgées-là qui peuvent vous appeler, dire, moi, j'ai l'impression que ma mère ou mes parents, mon père, ils se font avoir, là. Est-ce que vous pourriez les rencontrer et faire une évaluation? Est-ce que ça se produit, ça? C'est arrivé par le passé. C'est sûr que les gens qui viennent chez nous vont recevoir des services qui sont confidentiels. Donc, si quelqu'un m'appelle et me dit, bien, je voudrais que mes parents vous rencontrent, puis que les parents sont d'accord pour nous rencontrer, on va rencontrer les parents. Mais on ne donnera pas l'information au fils ou à la fille. C'est une rencontre qui est confidentielle. OK. Vous allez éclairer les parents. On va éclairer leurs parents, on va les renseigner sur leurs droits et ce sera à eux de prendre leur décision. OK. Mais si la personne souffre déjà d'un peu d'Alzheimer, est-ce qu'à ce moment-là, vous transmettez aux enfants? Alors, à ce moment-là, quand il y a des choses comme ça, les gens vont avoir un mandat d'inaptitude. Hein? Vous savez ce que c'est un mandat d'inaptitude. Alors, si ce mandat d'inaptitude-là est en force, c'est que c'est madame qui est... c'est la fille, par exemple, qui est en charge des choses de sa mère. Alors là, on va aider la fille, mais on va toujours vérifier là, qui... c'est important. C'est important, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui... J'ai une dame, une fois, qui me dit, « Est-ce que mes enfants peuvent m'obliger à déménager? Hein? » On ne peut pas obliger quelqu'un à déménager. Non. C'est pas parce qu'on a plus d'années qu'on a moins de droits. Hein? Alors, nos droits sont là et tout aîné a le droit de s'autodéterminer, de décider pour lui-même où il veut habiter. Alors, on garde toujours ça à la base, en gardant en tête que chacun a le droit de choisir son milieu de vie. On revient à Mme Blais. Elle a visité les résidences et CHSLD.
Et puis, elle a constaté qu'il n'y avait pas d'air climatisé. Oui. Ça a été une des doléances des gens qui étaient là. Est-ce que vous avez été en arrière de ça un peu ou... Non, la CEF, on n'a pas été impliqué là, dans ce dossier-là. OK. Puis vous en pensez quoi? C'est embêtant, là. C'est difficile de se prononcer. Écoutez, les résidences, ça le dit, c'est des résidences privées. Donc, c'est pas du public. C'est des propriétaires qui entretiennent ces édifices-là sur lesquels on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de droit de regard. Mais comme les CHSLD, ça, c'est gouvernemental. Les CHSLD sont gouvernementales. Et vous n'allez pas là non plus? On va aller quand les gens nous invitent à venir. OK. Mais il y a probablement moins d'aspects contestataires là qu'il peut y en avoir dans les résidences privées. Je pense que ça s'équivaut. Ah oui? Ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Quel genre de... C'est-à-dire que nous, de notre côté, nous, on va recevoir les gens qui veulent avoir une consultation budgétaire. On va les aider à ce niveau-là, à planifier, à voir qu'est-ce qu'il y en est. Par exemple, des fois, des gens qui vont avoir des dettes, qui vont vouloir couvrir ces dettes-là. On va les aider dans ce niveau-là. Puis on va les aider aussi au niveau de leurs droits des locataires, leurs droits des consommateurs. Mais c'est pas nous qui va venir légiférer sur qu'est-ce qui se passe dans le CHSLD. OK. Vous avez présenté un mémoire récemment. Oui. Et quelles sont les observations et les recommandations du mémoire? Est-ce que vous en avez un peu... On en a plusieurs. Écoutez, on aurait pu en écrire des pages et des pages. On s'est concentré sur une quinzaine de recommandations parce qu'on savait très bien, alors que tout n'était pas possible. Mais il y a entre autres une recommandation très forte qui a été faite au niveau de l'annexe au bail. Vous savez, l'annexe au bail est cette annexe dans laquelle on va spécifier tous les services qui sont offerts là, à un résident. Je pense aux soins à la personne, aux soins d'hygiène, aux soins infirmiers, tout ça. Et ça reste un document qui est pas nécessairement facile à comprendre pour tout le monde. Alors, on pense qu'il doit y avoir là, une revue qui soit faite là, à ce niveau-là là, auprès de la Régie du logement. Même chose pour les édifices de moins de 5 ans qui peuvent faire une augmentation, l'augmentation qu'ils veulent. Alors, il devrait y avoir une certaine réglementation qui soit faite là, dans ce sens-là. C'est le genre de recommandations qu'on nous avons fait dans le rapport. Puis, vous avez eu une bonne écoute? Nous avons eu une belle écoute de Mme Blais. Et ce qui m'a semblé, à moi, très pertinent, c'est de dire, bon, bien, elle a déjà entendu ces choses-là de gens d'autres régions. Donc, nous ne sommes pas un cas d'espèce. Hein? Okay. Alors, ça nous donne aussi la force du nombre là, pour pouvoir là, avoir là, une oreille attentive. Vous êtes avec la CEF. Est-ce que il y a plusieurs ACEF au Québec? Il y a 34 ACEF au Québec. Tout le monde a présenté sensiblement le même mémoire, je suppose? Non, il y a seulement notre ACEF Appalaches-Beauce-Chemin qui avons présenté ce mémoire-là. C'est vraiment nous qui l'avons fait avec nos observations de notre territoire. OK. Et ça va probablement être repris ailleurs, on peut présumer. On peut l'espérer. On peut l'espérer à tout le monde. On peut l'espérer. On tire sur la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations ou... des suggestions à faire? Oui. Une des recommandations les plus importantes qu'on voudrait faire, c'est à chaque changement de vie, à chaque transition de vie, on devrait toujours faire un budget attentif. N'est-ce pas? Alors, qu'on se prépare à avoir un enfant, qu'on se prépare à prendre notre retraite, qu'on se prépare à déménager, on devrait faire un budget et s'assurer que nous avons les moyens de nos ambitions. À la CEF, nous avons un document qui s'appelle « Choisir sa résidence », d'accord? Dans lequel vous pouvez trouver les informations pour faire votre budget où vous habitez actuellement et prévoir un budget si vous déménagez. Alors, c'est un outil qui est utile pour pouvoir comparer mon budget maintenant et mon budget si je déménage et pour vous aider, un aide à la décision, pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous. Alors, ces documents-là sont disponibles à nos bureaux et si vous avez besoin d'aide, ça nous fera plaisir de vous accompagner. Avez-vous d'autres documents que celui-ci? Il y a un document fort intéressant qui a été produit par le CIS de Chaudière-Appalaches, le choix d'une résidence privée, mais qui, celui-là, est complémentaire au nôtre
et qui va permettre d'évaluer, par exemple, nos besoins en santé. Alors, vraiment, nos besoins en santé vont être ici, nos besoins physiques vont être ici. Physique et financier. Tout à fait. Bien, c'est super intéressant, Mme Bernard. On en apprend toujours, puis c'est bon, on peut communiquer avec vous à la CEF n'importe quand. On peut communiquer avec nos bureaux de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, bien entendu. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Si vous avez des questions personnalisées, ça nous fera plaisir. Vous êtes dédié aux personnes âgées spécifiquement ou vous avez plusieurs... Nous avons plusieurs mandats à la CEF. Nous avons quand même une équipe de 6 personnes qui peuvent vous recevoir. Vous avez différents mandats qui sont vus, différents mandats qui sont touchés. Alors, selon vos besoins, vous allez pouvoir rencontrer un intervenant. Ça s'adresse, la CEF d'ici s'adresse à Beauce-Etchemin, Appalaches, Beauce, Etchemin. Donc, on couvre 5 MRC. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mme Bernard. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Mme Chantal Bernard de la CEF avec des recommandations qui sont super intéressantes. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.